Bonjour à tous et merci de prendre avec nous le rendez-vous de ce jeudi 15 avril 2021. L'actualité nationale est essentiellement politique en relation avec la présidentielle du 11 avril dernier et les résultats qui l'accompagnent. On connaît depuis mardi le verdict de la Commission électorale nationale autonome. Les choses évoluent très vite dans les couloirs et coulisses de la Cour constitutionnelle. L'institution se prépare à faire connaître les résultats définitifs au cours de la journée conformément à ses prérogatives. Doit-on s'attendre à ce que le juge chargé du contentieux électoral entérine le verdict de la Sénat ou qu'il nous offre une surprise? Eh bien, entre collègues ce matin, on élabore sur la question. Et puis, nul doute que les résultats connus jusque-là semblent faire l'unanimité au sein des autres duos en compétition. Hier, mercredi, le duo Corentin Cokoué-Irénée Agossa a fait face à la presse pour connaître, sinon reconnaître sa défaite et féliciter dans le même temps le camp gagnant. Plus tard dans la soirée, c'est l'équipe du parti Force Cori pour un Bénin émergent qui abonde dans le même sens, mais avec un petit peu de réserve. En somme, le chaos du camp de la mouvance est consommé et semble passer sans contestation majeure. À suivre dans un instant l'analyse, le commentaire, l'appréciation et l'interprétation des débatteurs sur ce sujet. André Dossa, Akime Sédou Séni, Herman Niambossou passeront par ici juste après le bulletin matinal de Ingrid Day. Et puis, on n'oublie pas le contexte qui a caractérisé la période préélectorale au Bénin cette année. Les actes de vandalisme et les scènes de violence indescriptibles de ces dernières semaines reviennent encore en mémoire. On se souvient de ces barricades placées par endroits dans certaines localités du pays, empêchant la libre circulation des biens et des personnes. Il a d'ailleurs fallu l'intervention de l'armée pour dégager les voies et rétablir l'ordre républicain. Les blessés dans le rang de l'armée se comptent par dizaines. Ils ont d'ailleurs reçu hier la compassion de toute la nation transmise par le chef de l'État en personne. Vous suivrez tout à l'heure les images de cette visite du président de la République à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et s'en suivront nos échanges sur cette actualité. Nous sommes jeudi. Herman Niambossou et Dr Walter Folikwe se proposent de feuilleter pour nous le code électoral. Ils nous suggèrent un peu plus de lumière sur le dépouillement et la question des bulletins nuls. Gardez donc votre position d'écoute. Nous ferons tout à l'heure un zoom sur l'article 87 et suivant du code électoral. Ce serait bien entendu dans Durales Cedles. Et puis on va boucler la boucle avec la revue de presse signée aujourd'hui Narcisse Alossé. Actu Matin, c'est ici maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomekalavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés Nouvelle Génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Voilà, on va parcourir d'entrée les gros titres de la presse nationale avec Fraternité qui titre ce matin « Violence préélectorale au Bénin, Talon salue la bravoure des soldats blessés ». Ils sont admirables. Ils avançaient malgré les tirs. Propos du président de la République rapporté ce matin par le quotidien Fraternité. Présidentielle 2021, le duo Corentin Cokoué-Irénée Agossa félicite Talon Talata. Irénée Agossa accuse les démocrates et relance le débat autour du leader de l'opposition. Tribune libre, taux de participation, projet de société et non distribution de l'argent. L'analyse du ministre François Abiola a retrouvé donc à la page 4 du quotidien Fraternité. Victoire du duo Talon Talata, les félicitations de Claudine Prudencio
au chef de l'État. Et puis présidentielle du 11 avril toujours, la Cour constitutionnelle livre les résultats ce jour. À la une maintenant de La Nation, le président Patrice Talon au sujet des violences sur les hommes en armes. On a atteint des proportions inacceptables dans la République, se désole le président Patrice Talon. 21 agents blessés, les dégâts évalués à des milliards de francs CFA. Bénin intelligent, accès au crédit, la NPME outille les femmes entrepreneurs. KO du duo Talon Talata, l'UDBN de Claudine Prudencio rend hommage aux militants. Défi Info au lendemain de la proclamation des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome, Claudine Prudencio félicite Talon, encourage les forces de l'ordre et remercie le peuple béninois. Résultat provisoire de l'élection présidentielle proclamée mardi par la Sénat, le parti FCBE regrette n'avoir pas été compris par le peuple. Chasseurs Info, lancement des activités du CORA des universitaires africains en collectif pour une recherche de qualité. Et puis mobilisation pour le duo Talon Talata à Zanyanado. L'arrondissement du coordonnateur communal Isidore Huedo sort premier dans Agoni et deuxième dans la 24e circonscription électorale. Info matin, paternité de la victoire de Talon Talata au premier tour, trop d'agitation dans la 6e circonscription électorale. Respect pour la troupe UDBN. Les pharaons, rébellion à Sabé, Banté et Tchaourou, tous les indicateurs seront poursuivis. Et puis économie, la NPME sensibilise les femmes entrepreneurs sur l'accès au crédit. L'autre quotidien, élection présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle publie ses résultats ce jour. En perspective du quinquennat Talon 2, ce que les Béninois attendent de Talon. Le radar, quotidien Le Radar, décryptage des résultats provisoires de la présidentielle. Dovi optimise la performance contre toute attente en région à Goli sous le leadership donc de Isidore Huedo. L'autre vision, proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, la Cour constitutionnelle attendue ce jour. Après les premiers résultats proclamés par la Sénat, le duo Soumano Djemba et Paul Hunkpe prend acte du verdict des urnes. Le matinal, Talon au chevet des forces de sécurité et de défense blessés lors des manifestations préélectorales. Ce que j'ai vu est effroyable. Le ministre Sakalafi dresse le bilan humain et matériel présidentiel du 11 avril. Le duo Soumano et Hunkpe prend acte des résultats provisoires. Corentin Koroué et Irénée Agossa félicitent Talon et sa colistière pour leur victoire, nous apprend le matinal. Le grand jury à présent relu avec 86,38% selon la Sénat. Claudine Prudencio dresse ses vives félicitations à Patrice Talon. Résultat provisoire de la présidentielle donné par la Sénat. La Foscori pour un Bénin émergent de Djemba et Hunkpe en bon démocrate prend acte mais dénonce un scrutin entaché d'irrégularité. Quotidien L'Informateur, violence préélectorale, Sakalafia fait le bilan des dégâts matériels et humains. 21 agents des forces de sécurité publique blessés par balle. 2 assaillants auraient perdu la vie. Et puis, il y a eu des dégâts matériels estimés à des milliards de francs CFA. Présidentielle du 11 avril dernier, la Cour proclame les résultats définitifs ce jour. La nouvelle génération, avant qu'on fasse un tour vers Ingrid Day, présidentielle du dimanche 11 avril dernier, le parti Foscori pour un Bénin émergent fait le point de la participation de son duo. Et puis Claudine Prudencio, après les résultats provisoires proclamés par la Sénat, maintenant que nous avons vaincu la fatalité, place au vrai
développement. Voilà donc ce que nous apprennent nos confrères de la presse écrite. On va voir ce que nos caméras et micros de la rédaction ont ramassé. Ce serait avec vous, Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Arab, bonjour à tous. Le président Patrice Talon était hier au chevet des agents des forces de défense et de sécurité victimes des violences qu'a connues le pays quelques jours avant le scrutin présidentiel. Il y était pour s'enquérir de leur état de santé. À suivre également dans ce mini-journal les appréciations des populations suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle 2021 par la Sénat. Une de nos équipes de rédaction dirigée par Ulrich Gaba est allée recueillir quelques avis pour vous. Voilà Ingrid, on va développer tout cela. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, les violences préélectorales au Bénin. Talon qui salue donc les bravoures, sinon la bravoure des soldats blessés. Ils sont admirables. Ils avançaient malgré les tirs. Nous entendrons tout à l'heure le chef de l'État en personne dans votre bulletin que vous venez d'annoncer. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, on va décliner l'agenda du président de la République, le chef de l'État qui, dans ses activités, a donc reçu en audience hier à son cabinet la mission d'observation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette cette mission est allée présenter au président Patrice Talon un document de déclaration sur l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. On va suivre ce compte-rendu que nous propose Sion Kani Sion. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a reçu en audience le mercredi 14 avril la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En fin de mission, la délégation conduite par l'ancien chef de l'État sierra-léonais, Ernest Bailly Koroma, est allée présenter ses observations au président Patrice Talon. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le chef de l'État, pour lui soumettre notre rapport préliminaire, notre déclaration préliminaire. Les élections sont terminées. Nous avons compilé les informations concernant ces élections que nous avons mis dans un document que nous avons soumis au chef de l'État. Le comportement du peuple béninois lors de l'élection présidentielle a été souligné par la délégation. The position is that we have Nous avons saisi l'occasion pour féliciter le peuple béninois pour avoir organisé des élections transparentes, pacifiques, dans lesquelles les jeunes ont participé, les femmes aussi. La mission d'observation a félicité les institutions et les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation et qui ont contribué au succès de l'élection. Et parlant bien entendu de cette élection présidentielle du 11 avril dernier, il y a eu des violences préélectorales au cours desquelles on a enregistré des blessés et des dégâts matériels. Parmi les blessés, il y a bien entendu des forces armées, des éléments des forces armées qui ont reçu hier la visite. Vous nous apprenez, Ingrid, la visite du chef de l'État Patrice Talon. Oui, Wakam, le chef de l'État était d'ailleurs à leur chevet hier pour leur remonter le moral. Assoumu Kanya Songo nous fait le point de la visite. Le président Patrice Talon est allé rendre visite aux agents des forces de défense et de sécurité blessés. Victimes des violences préélectorales au centre et au nord du Bénin, alors qu'ils étaient en mission, ces militaires et policiers ont été admis à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour les soins. Le chef de l'État leur exprime son soutien et celui de la nation.
Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé, si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. Là, nous sommes de connaissantes que nous ferons tout ce qu'il faut. Et bravo et encore du courage. Ils avaient reçu pour instruction d'enlever les obstacles posés par des citoyens pour entraver la circulation. Mais ils ont été pris pour cible. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu? Nord, le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Le chef de l'État, exprimant son indignation, promet que l'État prendra ses responsabilités devant de tels actes. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes, et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre pays, notre unité. Ces hommes en uniforme n'ont pas riposté à leurs assaillants et ont évité le pire, bien qu'ayant subi des préjudices corporels. Ils sont au total 28 membres du personnel des forces de sécurité et de défense. Pour le président Patrice Talon, ils sont des héros. On parle toujours des violences enregistrées dans les communes de Tchaourou, Bantay, Savé avant l'élection présidentielle. Dans une déclaration faite ce mercredi, le ministre Saka Lafi est revenu sur ces événements et donne des explications au sujet de l'évolution de la situation. On l'écoute ici au micro d'Ali Moumouni et Moufid Saboura. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Tchaourou et de quelques localités dans les communes de Bantay et de Savé. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs
dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savès et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. D'une déclaration à une autre, le gouvernement réagit aux rumeurs de fraude avec des images qui circulent sur les réseaux sociaux après le scrutin du 11 avril dernier. Pour l'exécutif, ce sont des actes de sabotage orchestrés par ceux qui ne voulaient de l'aboutissement du processus électoral en cours. Des déclarations faites au détour d'une conférence de presse animée mardi à Cotonou. Narcisse Alossé. La réaction du gouvernement était attendue suite aux images vues sur les réseaux sociaux et montrant dans des bureaux de vote des agents estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Pour les conférenciers, il s'agit d'un sabotage pour discréditer le processus électoral et il semble bien connaître les auteurs. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs,
que l'on est sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Ces actes feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice, ont ajouté les membres de l'exécutif. Nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. À ces actes s'ajoute la confusion observée ces derniers jours autour du taux de participation à cette élection présidentielle. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pourrons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pourrons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres. Bien d'autres sujets, notamment celui relatif à la réforme du système partisan, ont aussi meublé les échanges entre hommes et femmes des médias et les membres de l'exécutif. Cette réforme a été opérée pour clarifier un système dont l'échec était avéré, a conclu le ministre Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. 24 heures seulement après la proclamation par la Sénat des grandes tendances du scrutin présidentiel, le duo Kowe-Agos a été face à la presse. Corentin Kowe se dit surpris des chiffres avancés pour ligne d'attaque. Il brandit, selon ses dires, les nombreuses irrégularités signalées par les organisations de la société civile. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un duo de l'étonnement et je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos deux duos concurrents, à savoir le duo Talon Talata et le duo Djemba Hunkpe, pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur ont accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. La campagne électorale est terminée. Le scrutin a eu lieu, mais l'avenir politique est à nous. Mon colistier Irédé Agossa et moi, nous continuerons à nous battre pour la restauration de la confiance et même de la conscience. Si seulement l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Et je reviens sur les propos du président. Nous allons nous battre pour que cette conférence dont nous parlons soit réalisée. Le Bénin a démontré en 90 ici que nous sommes un peuple mûr et capable. Aujourd'hui, l'état des lois qui est là va être modifié et nous aurons un état de droit comme on l'a toujours eu. Et ceci à travers nos capacités, notre niveau de conscience, notre capacité politique. Mathématiquement, s'ils ne sont pas pour ceux qui veulent l'alternance par les urnes, ils devraient être pour d'autres. Nous avons les deux tendances aujourd'hui. Mais d'autres sont arrêtés, mais ce peuple est calme. Voyez après les élections, malgré les irrégularités, voyez la réaction du peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, nous pensons qu'il y a matière à réflexion au niveau
de l'opposition, nous devons réagir et nous devons faire en sorte que ça soit clair désormais. Et nous allons nous battre pour ça. Et ça sera notre combat pour les prochaines échéances, que le peuple ait un message clair. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril, la question du taux de participation suscite toujours beaucoup de réactions. Interrogé par la rédaction de Canal 3 Péné, le professeur de droit Ibrahim Salami déclare que la Constitution n'impose pas un seuil de participation. Voici ses explications au micro de Clément Achade. D'abord, disons que nous arrivons au terme d'un processus qui n'a pas été facile pour la classe politique et pour les citoyens. La question de la participation politique renvoie à la question de savoir s'il y a un seuil légal pour que l'élection soit validée au Bénin. Je crois que, comme j'ai l'habitude de dire en tant que scientifique, il faut faire la part des choses entre ce qui est juridique et ce qui est politique. Ce qui est juridique, c'est qu'il faut se référer au texte de la République, la Constitution et le Code électoral pour se rendre compte qu'il n'y a pas de seuil légal de participation à une élection pour que l'élection soit validée. De sorte que même si 20% des personnes inscrites sur les listes électorales, même si 10% des personnes inscrites sur les listes électorales, même si 5% des personnes inscrites sur les listes électorales seulement vont voter, ça ne voudra pas dire que l'élection n'est pas légale. Et cela s'entend lorsqu'on considère que nous sommes dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Il faut distinguer 2 ou 3 choses. D'abord, il y a les votes blancs, c'est-à-dire ceux qui vont se présenter dans les bureaux de vote, mais ne choisissent pas. Il y a des votes nuls, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui choisit tous les candidats à la fois. Ce vote est nul. Alors, en dehors de ça, il faut distinguer les non-inscrits. Les non-inscrits sont des gens qui ne sont pas, qui ont l'âge légal pour être sur la liste électorale, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et enfin, ceux qui s'abstiennent d'aller voter, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui choisissent de ne pas aller voter parce que nous sommes en démocratie. Dans cette démocratie libérale, on ne peut pas forcer les gens à aller voter. Et enfin, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, qui ont envie d'aller voter, mais qui sont empêchés d'aller voter. Je pense que dans tout cela, il faut prendre en compte une chose. Il y a ce qui relève de la légalité électorale, et puis il y a ce qui relève de la légitimité. La légitimité électorale voudrait qu'on ait toutes les personnes inscrites sur les listes électorales aillent faire le choix. Et ce choix-là pourra être de déterminer qui va gouverner le pays, le choix des gouvernants. Mais à partir du moment où on a des citoyens qui sont allés voter, que ça atteigne ou pas 50% des personnes inscrites, le vote est valable, le vote est légal. Et on constate que dans beaucoup de pays, il y a de plus en plus une désaffection des citoyens par rapport au vote. Ça peut être dû à plusieurs raisons. On fera le point par rapport à cette élection-ci. Ça peut être dû au fait que la compétition n'était pas ouverte à tous ceux qui voudraient y participer. Ça peut être dû au fait que l'argent peut-être a moins circulé. Ça peut être dû au fait que les citoyens ont déjà intégré que cette élection était sans enjeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, il y a compétition, mais il n'y a pas match. Le professeur Ibrahim Salami s'est également prononcé sur le cas en évoquant l'avantage d'une élection à un tour pour le Bénin. Il a par la même occasion opiné sur la prolongation du mandat du chef de l'État prévu par la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Ces résultats, si vous regardez l'article 45 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifié, qui n'est pas une nouvelle constitution, on peut voir que le duo président de la République et vice-président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le principe, c'est la majorité absolue des suffrages exprimés. Et dans les suffrages exprimés,
le duo Talon-Talata a obtenu plus de 50% plus 1. C'est ça la majorité absolue des suffrages exprimés. Et donc, il suffisait que le duo ait cette majorité pour être considéré comme étant gagnant. Alors, le mot chaos est entré dans le droit constitutionnel béninois en 2011. Et ce chaos-là, le fait que le président Yahi Boni ait remporté dès le premier tour l'élection présidentielle, était considéré comme un accident institutionnel et constitutionnel parce qu'on n'était pas habitué à ce genre de résultats. Et beaucoup avaient estimé que c'était anormal. Je suis de ceux qui le pensent aussi, toujours. Mais aujourd'hui, on peut considérer que le chaos de 2011 était un petit chaos et que le chaos de 2021 est un grand chaos par l'ampleur et l'étendue de cette élection. Mais toujours est-il que ça nous prive d'un second tour, ça nous fait l'économie d'un second tour. Dans le contexte actuel où la Constitution révisée prévoit que, à l'article 157 alinéa 2, que le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 0 heure, combiné avec l'article 153.3 alinéa 3, dans tous les cas, le président de la République entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai. Alors, quand on fait une lecture combinée de ces deux dispositions, on se rend compte que, n'ayant pas de second tour, on est quand même obligé d'attendre fin mai, le 23 mai en quelque sorte, en réalité, pour que le chef de l'État puisse prêter serment. C'est dans plus d'un mois. Je trouve que dans le contexte politique actuel, il va peut-être falloir saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous dise quelle interprétation elle peut retenir dans le contexte actuel pour ne pas en arriver à... Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aux conditions dans lesquelles on est aujourd'hui en disant que ces conditions postulent que la prestation de serment puisse avoir le plus tôt possible et que la machine de l'État puisse se remettre vite en place. Mais je ne suis pas juge constitutionnel, j'en laisse la responsabilité et la charge au juge constitutionnel. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Sénat, une de nos équipes est allée recueillir les appréciations des populations sur le terrain. Pour la plupart de ceux qui ont bien voulu se confier à Canal 3 Bénin, la victoire du duo Talon-Talata est la preuve que le peuple, dans son action, aux réformes engagées depuis 2016. Voici les avis recueillis par Ulrich Kaba. Le chaos c'était attendu. Vous voyez, parce que ces opposants qui sont face à Patrice Talon, ils ne peuvent pas faire le poids devant lui. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais les élections dans toute société démocratique constituent un test de légitimité, mais également un test d'adhésion. Et donc, les résultats que nous avons eus ont montré que le peuple béninois est extraordinaire. Le Bénin, en votant, en exprimant son suffrage de manière plébiscitaire, à l'occasion de ce premier tour devenu le seul tour, a exprimé son adhésion à la poursuite des réformes. C'est ça qui est important, la poursuite des réformes. C'est un sentiment de joie, sentiment de reconnaissance et un sentiment d'espérance. Sentiment de joie en ce sens que, vous savez, la lutte a été dure. Et à vaincu sans péril, on triomphe sans gloire. Nous savons que sur le terrain, ça n'a pas été facile. Les gens ont parlé de match amical. Mais ça n'a pas été du tout repos. On a parcouru le Bénin en entier. Sentiment de reconnaissance envers la population du Bénin qui a compris que pour son bonheur, elle a à se lever et à lutter par elle-même. Sentiment d'espérance, espérance dans la mesure où aujourd'hui le quinquennat n'est plus ce n'est plus pour les études, mais c'est à dérouler tout de suite. Et comme le dit le chef de l'État, place au travail.
Moi, cette victoire ne m'étonne pas. Le chaos, je le sais depuis janvier passé. Et Guérit TV Monde peut vous prouver ça. J'ai un article que j'ai fait dessus, que ce Talon était un envoyé de Dieu. Parce que ce que nos gens ne comprennent pas dans ce pays, entre le règlement des affaires personnelles et celui qui travaille vraiment, tout ce qu'il a réalisé pendant son mandat est visible. Et à part le Bénin et Béninois que nous sommes tous, il y a le monde entier qui est en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Donc ce chaos, c'était clair. Autre chose que vous voyez, ce ne sont que des combines. C'est du chaos gagné, réel et vrai. Je vais remercier vraiment la jeunesse qui nous a vraiment écoutés parce que nous sommes vraiment battus pour que le président soit réélu encore une fois. Et quand je veux parler de la jeunesse, nous avons une association qu'on appelle la FIADA, qu'on a vraiment mouillé le maillot pour le chef de l'État, pour qu'il soit réélu. Donc nous profitons vraiment toute cette jeunesse qui a fait vraiment le déplacement pour aller voter ce jour. Et je crois que le chef d'État, dans son programme, je crois qu'il ne va pas oublier cette jeunesse qui a vraiment mouillé le maillot pour lui. Ces résultats sont, à notre avis, l'expression du peuple, l'adhésion massive du peuple à un programme de société, à une nouvelle vision qui n'est pas loin de celle que nous avons expérimentée pendant les 5 années qui s'achèvent, qui est fondée sur la révélation de notre pays à nous-mêmes et au monde entier. C'est maintenant le développement peut commencer. Tout ce qui a été fait, c'est de l'actualité. Tant mieux, que veut les Béninois. L'essentiel est que ça aille bien, ça roule correctement et que bon, chacun soit heureux chez lui. C'est l'essentiel. Ça ne étonne pas les Béninois. Ça ne nous étonne pas. C'est clair et net. Il faut qu'on corrige les choses dans le pays. La proclamation des résultats du scrutin présidentiel, on en parle toujours et cette fois-ci avec les populations de Nati Tengu. Pour nombre d'entre eux, c'était prévisible qu'on ait ces résultats vu le travail abattu par le président Talon depuis son arrivée à la tête du Bénin. Suivant. 86%, ce n'est pas ce que nous on attendait. Hein. C'était un chaos à 95%, selon moi, mes projections. Parce que vous savez, Patrice Talon, son excellence, Patrice Talon, lors du premier quinquennat, s'est investi, il a beaucoup fait pour ce pays. Les actes de développement qu'il a eu à poser, normalement, doivent pousser le peuple à le plébisciter. Et pour moi, c'était vraiment prévisible. Je crois que, comme beaucoup de gens l'ont pensé, bon, on se préoccupait beaucoup plus du taux de participation, vu l'atmosphère qui régnait au niveau de certaines régions du pays. Et je crois qu'on n'avait pas besoin d'aller consulter le FA pour savoir que ça pouvait aboutir à un tel résultat. Étant entendu que les réalisations du président Patrice Talon pendant les 5 premières années et qu'il a dirigé ce pays parlent d'elles-mêmes. Et le peuple qui les vit quotidiennement s'est exprimé. Je pourrais dire dans un sens que c'était prévisible parce que il faut dire que le président sortant qui est réélu avait déjà quand même préparé sa réélection à travers cette tournée-là qu'il a eu à faire dans les 77 communes qui était une réconciliation dans une certaine mesure avec le peuple. Parce qu'il faut dire, il faut reconnaître que les 3 premières années l'ont rendu un peu impopulaire à cause des réformes courageuses. Mais cette tournée de reddition de comptes a réconcilié un tant soit peu le président Patrice Talon avec la population. Je pense que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant du tout, vu le travail que l'homme a fait sur le terrain. Surtout pour ce qui concerne l'Atakora. Il y a eu beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, moi, je voudrais dire que le président Patrice Talon est élu et il est d'office le président de tous les Béninois. Maintenant, chacun doit se ranger et mettre la main à la pâte
et travailler avec le président élu parce que dans tous les cas, c'est le président de tous les Béninois et il en sera ainsi pour les 5 prochaines années. Donc, nous devons mettre en avant le développement du pays. Donc, nous devons contribuer avec lui au développement. C'est le travail qui paye. Vous savez, le travail paye. Si on se met sur le terrain pour voir tout ce qui a été fait, ça ne pouvait que être ça. C'est d'abord au président élu qu'il tende la main à tout le monde. Il est président de tout le monde, quelle que soit notre sensibilité. C'est lui le chef de l'État. Ça veut dire c'est lui le père de la famille. Il tend la main à tout le monde. Ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais, il n'a qu'à leur tendre la main pour que ce pays soit construit dans la paix. Comme on était. On était un pays envié. Tout le monde avait envie de venir au Bénin parce qu'il y avait la paix. Mais nous souhaitons que cette paix-là revienne pour que les fils et les filles du pays s'entendent pour aller la mettre dans la main et changer notre pays comme on le souhaite. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous. Allez, merci à vous, Ingrid. Dès l'information vous revient, cher monsieur, à 13h. On va ouvrir maintenant nos discussions de ce matin, évoquer 3 panels. La présidentielle donc du 11 avril dernier. La Sénat a donc livré le verdict, c'était mardi dernier. Puis dans la journée d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va livrer, elle, ses résultats. On aura également l'appréciation, l'interprétation des débatteurs sur cette victoire du duo Talon-Talata. On a noté que les 2 autres duos en compétition ont pris acte. Hier, ils étaient face aux hommes des médias pour féliciter dans le même temps le duo gagnant. Et puis, on a noté des violences en période électorale. Des voies ont été barricadées, empêchant la libre circulation des personnes et des biens. On a noté des violences et des dégâts matériels. Le chef de l'État a rendu visite aux soldats blessés au cours des différentes opérations. On dira 2 mots sur cette question avant de parler d'Ourales Sedles avec Emmanuel Niamboso et son invité. C'est un souci. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Presse. Vitesse Presse, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Presse, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitesse Presse, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité.
Va chez Midas. Midas? Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Allez, on en vient maintenant à nos échanges de ce matin. André Dossa, bonjour. Bonjour. Emmanuel Boussou, bonjour. Akimé, bonjour. Bonjour. Allez, j'avais annoncé 3 panels. On va commencer par le premier, la présidentielle du 11 avril dernier. Depuis mardi, on connaît le verdict de la Commission électorale nationale autonome. Et donc, du coup de cette journée, la Cour constitutionnelle va livrer ses résultats. André Dossa, vous attendez à une surprise ou à des surprises? Pensez-vous que la Cour constitutionnelle va entériner la décision de la Sénat? Non, pas du tout. Je ne devrais pas avoir de surprise. En tout cas, il y a rarement eu des surprises. Quand la Sénat rend les tendances, généralement, elle est suivie par la Cour constitutionnelle. Bon, peut-être il y a quelques corrections parfois. Là, peut-être ce qui peut être considéré comme élément nouveau dans le travail que la Cour va rendre tout à l'heure, enfin dans la journée, c'est peut-être les résultats que la Sénat n'a pas donnés. Généralement, la Sénat ne donne pas tout. Il me semble qu'il y a des arrondissements qui n'ont pas été dépouillés au niveau de la Sénat. J'ai entendu une quinzaine d'arrondissements, non, si je me trompe. Donc, c'est peut-être ce qui va constituer un élément nouveau dans le travail de la Cour. Sinon, la Cour devrait aller dans le sens de la Sénat. Ceci d'autant plus, d'ailleurs, on constate que les challengers du vainqueur reconnaissent leur défaite et donc vous faites allusion aux 2 autres duos en compétition. Tout à fait, le candidat Korkwe et Djamba ne devraient donc pas faire de recours d'annulation de voix qui peuvent donc amener la Cour à modifier les tendances proclamées par la Sénat. Akimé? Non, habituellement quand la Sénat donne les grandes tendances, vous remarquerez que l'intervention de la Cour vient juste motiver, je dirais, l'annulation de vote par endroit, expliquer les raisons pour lesquelles tel nombre de voix a été soutiré ou complété à un autre duo, puisqu'on parle cette fois-ci de duo. Sinon, habituellement, on a presque les mêmes chiffres, à une différence près, peut-être sur le taux de participation, peut-être sur le nombre de votants et tout ce qu'il y a autour. Parce que, comme vous l'avez remarqué hier, à travers l'immersion qui a été faite au niveau de la Cour constitutionnelle sur les travaux qui ont lieu en ce moment, on se rend compte qu'un travail fou se fait au niveau donc de la Cour et donc du coup l'immersion de l'immersion de la rédaction par le truchement qui a fait un travail intéressant. Je crois que c'est ce à quoi Emmanuel s'attend. Le travail était intéressant, il faut oser le dire. Et donc du coup je me rends compte qu'on a permis aux amis téléspectateurs de voir un peu qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la Cour constitutionnelle avec bien entendu l'intervention du secrétaire général qui a donné bien de directives sur le travail de formé qui se fait au niveau donc, de cette institution. Donc, on ne s'attendra pas, je dirais, à un chamboulement d'envergure et puis avoir peut-être de petits chiffres qui vont peut-être faire la différence. Mais ces changements sont souvent motivés par la Cour elle-même. Donc, en gros, je crois que nous allons juste attendre calmement que la Cour intervienne. Et comme le disait tout à l'heure André, les duos du vainqueur, ces duos ne se sont pas trop alarmés. Je dirais des résultats qui ont été rendus publics. C'est vrai que on va apprécier tout à l'heure dans le second panel du duo, je veux parler de Corentin Korkwe. Là, quand même, qu'il s'est dit surpris par les chiffres qui ont été avancés par la Sénat du fait des irrégularités qui ont été énoncées. Donc, ils estiment peut-être que ça n'aurait pas été ça. De toute façon, on attend la Cour pour les résultats
provisoire. D'accord. Alors, Herman Aniambosso, quels sont les scénarios possibles, surtout pour vous qui avez effectué cette immersion quelques jours en avant au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, je pense que l'article 142 de le Code électoral, en décidant que la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et constate les résultats, met à la charge de la Cour un certain nombre d'éléments. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, à part tout ce qui a été fait sur le terrain, c'est-à-dire une fois que les plis ont été mis sous scellé et qu'il y a un lot qui a été destiné à la Sénat et l'autre lot à la Cour constitutionnelle, parce que c'est selon le type d'élection, quand on parle d'autres élections, il y a également des plis sous scellés qui seront destinés à la Cour suprême. Mais pour cette fois-ci, c'est la Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc pour la présidentielle. La loi, en décidant ça, fait en sorte que la Cour constitutionnelle puisse constater si effectivement les dépouillements effectués sont ce que ça doit être. Oui. Pour voir si effectivement, parce qu'un bulletin par exemple déclaré nul par un président de bureau de vote peut à la Cour constitutionnelle être déclaré valable. Et donc la Cour constitutionnelle a tous les éléments aujourd'hui pour savoir si effectivement je crois 100 000 ou bien quelque chose. Oui, je crois on annonce 111 000 bulletins nuls que au niveau de la Sénat. Voilà, au niveau de la Sénat, si ces bulletins sont effectivement nuls ou s'il y a des bulletins à réintégrer, donc à considérer comme étant des bulletins valables et donc à prendre en compte par le scrutin. Donc, je pense que côté changement, oui, on peut avoir quelques éléments sur le taux de participation. On peut également avoir quelques changements sur le taux obtenu par chaque duo. Donc je pense qu'il faut s'attendre à ce que ces éléments puissent aboutir, parce que le travail qui se fait à la Cour constitutionnelle, c'est un travail de fourmi. Ça se fait à la chaîne. Quand ça vient, il y a ceux qui réceptionnent la cantine, qui doivent enlever les scellés. Il y a ceux qui doivent prendre en compte les plis. Et donc chaque équipe travaille à ce que tout soit mis en ordre. Donc je pense qu'on attend ce jour à 15h. La Cour constitutionnelle pourra nous donner les résultats provisoires en attendant que le contentieux ne soit élevé pour qu'on puisse avoir les résultats définitifs. On va donc faire preuve de patience, André Dossa, et là ça nous envoie vers notre second panel d'aujourd'hui, où on a constaté qu'au lendemain donc des résultats proclamés par la Sénat, les différents duos en compétition ont d'une manière ou d'une autre reconnu la victoire, pour ne pas dire ont reconnu ces résultats donnés par la Sénat et reconnaître par la même occasion la victoire du duo Talon Talata. Oui, c'est une bonne chose qu'en démocratie, lorsqu'on va à une compétition et qu'on n'a pas gagné, on n'a pas pu avoir la faveur du peuple, que l'on puisse donc faire cette démarche-là. C'est Maître Adrien Mbedi qui l'a introduite ici en 2006 et ça avait été vraiment salué. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix vraiment, parce que l'écart est immense. Ils ne peuvent pas espérer, n'est-ce pas, au moyen de recours, quelle qu'en soit la nature, faire renverser la tendance. Donc c'était quand même normal qu'ils puissent rapidement se prononcer et prendre acte des tendances proclamées par la Sénat et féliciter le vainqueur. Je pense que il faut maintenant travailler à consolider ces acquis, parce que oui, il y a une certaine confirmation pour Force Corée pour un Bénin émergent en tant que principale force de l'opposition. Même si on note un petit recul, une petite régression dans leur performance. Parce contrairement donc aux élections communales et municipales de 2020. Ils étaient sortis avec un peu plus de 15%. Maintenant, ils sont à 11%. Je crois que ça se tient, c'est plus ou moins n'est-ce pas, l'ancrage de ce parti au plan national se lie également à travers ces résultats. La performance que j'ai trouvée non négligeable aussi, c'est celle du duo Kokwe-Agossa, 2%. Lorsqu'on est un candidat de leur profil et qu'on va à une élection présidentielle au Bénin, généralement on en sort avec des scores décimaux, 0,00 par là. Oui. Voyez un peu. Pour une élection présidentielle où la circonscription électorale est le plan national. Tout à fait. 53 000 voix, ce n'est pas rien. Peut-être que s'ils avaient réussi à convaincre leurs alliés des démocrates, ceux qui sont fâchés après eux, de la rejoindre, ils auraient peut-être pu faire forte impression. Mais de là aussi, je pense qu'ils doivent aussi la voir un peu modeste. J'ai entendu René Agossa dire, bon, s'il y avait ci ou ça, qu'ils auraient pu être au second tour. Je pense que c'est un peu les calculs que beaucoup d'équipes africaines font lors des compétitions, lors des matchs. Akibé, quelle est votre lecture de cette position des différents duos en compétition face aux résultats donc proclamés par la Sénat? On ne va pas en vouloir, par exemple, à René Agossa que de surfer sur
une éventualité sur laquelle, si entre-temps il y avait, comme je dirais, un accompagnement, il y avait un ciment autour donc, de leur candidature, qu'ils auraient fait mieux. Parce que d'une manière ou d'une autre, pour un coup d'essai, c'est quand même un coup de maître. Personne ne vendait cher la peau de ce duo qui reste un duo d'étonnement. Et ça a été encore martelé à l'occasion de la sortie médiatique ce mercredi par le candidat Corentin Correux qui dit que eh bien, le duo continue par être un duo d'étonnement. Il va plus loin pour dire que eh bien, ils ne berceront pas la garde. Il va donc s'agir désormais pour la dynamique restaurer la confiance, de poursuivre, je dirais, ce qu'ils ont entamé à l'occasion de ces consultations électorales, au point certainement de rallier à leur cause plusieurs autres Béninois pour que, eh bien, on puisse véritablement les entendre. Parce qu'ils estiment qu'il y a de grandes leçons à tirer de cette présidentielle. La première leçon, celle qui a été beaucoup plus, je dirais, rendue publique par le candidat Irénée Gossa, c'est que, eh bien, au niveau de l'opposition, il y a véritablement que, eh bien, ils sont allés à rang dispersé. Et que s'ils avaient fait front commun, c'est sûr qu'ils auraient fait certainement. Ils allaient multiplier leurs chances. Exactement, un score plus intéressant. Parce qu'il dit oui, si le taux d'abstention, je dirais, de ce qu'ils appellent les leurs, de l'opposition, était pas au-delà de 40%, c'était même moins de 40%, certainement que eh bien, la balance bougerait au moins en faveur, je dirais, de ce duo. Ce n'est pas certainement faux. Parce que oui, n'être pas sorti pour aller exprimer son droit de vote n'était pas en défaveur alors du candidat ou du duo de candidats vainqueurs aujourd'hui, parce que s'ils étaient sortis, peut-être qu'ils voteraient pour la dynamique et restaurer la confiance et que ça allait booster la chance de voir eh bien, leur duo de candidature faire forte sensation. Et qu'il est important désormais qu'ils eh puissent trouver, je dirais, le modus et les éléments de langage à proposer aux populations. Parce qu'il dit que quand il fait aujourd'hui le point, c'est qu'il y avait 2 offres qui étaient proposées aux opposants, pour dire les choses comme ça. J'emprunte les expressions de Irénée Gossa et où il disait que, eh bien, il y a la première offre, c'était l'offre de « on ne va pas ». La seconde offre, c'est-à-dire, c'est leur offre qui consistait à dire, mais si on veut véritablement que les choses changent, il faut alors que nous allons aux élections, il faut qu'il ait une alternative. Et donc, il fallait choisir entre les deux. Exactement. Quand il fait le point aujourd'hui, c'est que le peuple, ceux qui devaient emboucher les trompettes, se sont retrouvés désabusés, se sont retrouvés désorientés. Ils ne savaient vers où, pour qui prendre position. Et qu'à l'arrivée, ils en sont aujourd'hui, je dirais, les victimes de ce comportement, de non-clarté de leur position vis-à-vis, je dirais, de ceux qui embouchent les trompettes. Donc, ils pensent que oui, c'est terminé les élections, c'est terminé, je dirais, la campagne électorale. Il faut maintenant qu'ils puissent trouver le modus afin de pouvoir convaincre la population pour que, aux prochaines joutes électorales, qu'ils puissent trouver, je dirais, le langage, le discours le plus important, le plus crédible à proposer. Donc, même de convaincre la population. Que les choses puissent véritablement changer. Je crois qu'en termes de projection, ce n'est pas mauvais, cette projection faite par le candidat Irénée Gossa. Non, ce qui est clair, quand à l'issue d'une élection présidentielle, on réussit à avoir 2,35% ou qu'on a eu 11%, c'est que forcément, on a eu des électeurs, on a eu des gens qui ont adhéré au projet de société. Ça veut dire que tout n'est pas mauvais en soi pour ce qui a été proposé, aussi bien chez Restaurer la confiance que chez le consensus. Et donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, à mon avis, c'est de faire en sorte que, étant donné que tous sont des Béninois, c'est comment on fait pour que ce qui est contenu dans ces différents projets de société-là soit transformé en une sorte de bréviaire dans lequel on puise. Vous avez reçu sur le plateau ici Irénée Gossa qui disait que au lieu de faire telle option, on aurait dû faire telle option parce qu'il y a telle possibilité qui se retrouve du côté de Seven Kodi, par exemple. Oui. Et donc, je pense que c'est beaucoup d'éléments, par exemple, qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, c'est forcément un acquis qu'ils doivent capitaliser. Et je comprends que désormais, Irénée Gossa parle qu'il voit déjà les choses venir parce que 2023 est déjà là. 2021-2023, on n'a que 2 ans. On n'a pas vraiment 2 ans, parce que nous sommes en avril déjà, et donc on a au plus 1 an et demi. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Donc je pense que s'ils savent se mettre vraiment ensemble, et c'est pas nous qui allons leur conseiller ça, ils savent bien que si l'opposition se mettait ensemble, ils feraient autre chose. Et je constate que d'élection en élection, on évolue en si.
Si Boni n'avait pas démissionné de son poste de président d'honneur derrière les FCBE pour les élections communales, on aurait réussi. C'est-à-dire on conditionne les chaque choses. Fois, on se rend compte finalement que l'opposition a du mal à s'unir. Et donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais toujours est-il que s'ils savent bien agir, ils peuvent toujours garder ces petits éléments-là pour pouvoir rebondir ou pouvoir faire des choses. Alors André Dossat, on note que les duos en compétition ont reconnu la victoire de celui Talon Talata. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, il y a des contestations. Autrement dit, ce ne sont pas ceux qui sont allés en compétition qui contredisent ou qui s'attaquent aux résultats. Vous parlez de réseaux sociaux, vous savez ce que c'est. On vient de constater que les élections ne sont pas déroulées sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Et que les électeurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, la majorité. Sinon, si on devrait s'en tenir à la teneur des discussions sur les réseaux sociaux, je pense peut-être qu'on n'existerait déjà plus. Vous voyez, donc, c'est-à-dire ceux qui sont allés aux élections reconnaissent les résultats proclamés par la Sénat, mais on trouve que c'est entaché d'irrégularité par endroit. Il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux. Si on devrait s'en tenir aux réseaux sociaux, au débat qui a eu lieu, on ne devrait peut-être pas être assis ici en train de parler. C'est le canal par lequel on a pu véhiculer un certain nombre de messages, de mots d'ordre funestes, de déstabilisation du pays, ainsi de suite. Donc moi je pense que, en fait, moi je veux m'en tenir à l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est que les Béninois qui sont allés aux urnes parce qu'ils veulent reconduire Patrice Talon. En témoignent les résultats qui sont donc en train d'être proclamés. L'opposition qui a tout fait et s'est battue pour évincer Patrice Talon n'a pas pu le faire. Et ces électeurs ne se sont pas rendus aux urnes parce que d'abord, on a beaucoup tergiversé, on a mis du temps pour décider d'aller à cette élection. Et finalement, on est sorti, si je prends le cas des démocrates, avec 2 candidats finalement suspendus qui sont quand même allés, qui ont pu obtenir le parrainage et sont allés à ces élections-là et en sont sortis avec 2% du suffrage exprimé. L'autre force de l'opposition, Force Corée pour un Bénin émergent, qui est quand même resté fidèle à sa logique, celle plutôt de prôner, n'est-ce pas, la prise de pouvoir, la conquête de pouvoir par les urnes, et qui s'est complètement éloigné de toute tendance belliqueuse de conquête de pouvoir, est allé à désigner ses candidats et aller à ces élections, s'est battu pour avoir ses militants derrière lui. Il s'est fait que, à cause justement de ce spectre de violence qui a plané sur le scrutin, de la peur qu'on a pu vendre, il y a des localités qui peuvent être considérées comme des fiefs des candidats FCBE où les gens n'ont pas pu accomplir leur devoir civique. C'est sûr qu'ils ont compté des militants dans les zones où les gens n'ont pas pu voter, dans les 15 ou 16 arrondissements où les gens n'ont pas pu voter. Et cela a sans doute agi sur les résultats de ces... D'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont raison de se plaindre aussi de leur performance aujourd'hui. Nous, en tout cas, moi, j'ai considéré comme un recul. Alors, donc, pour me résumer, c'est qu'effectivement, les duos qui sont allés aux élections ont pris acte des résultats, des grandes tendances proclamées par la Sénat. Les challengers de Patrice Talon ont pris acte de sa victoire et d'ailleurs l'ont félicité. C'est le plus important de mon point de vue. Pour le reste, vous savez, le débat doit pouvoir continuer à se faire. Et ce n'est pas que sur les réseaux sociaux qu'il y a contestation. Il y a des citoyens aujourd'hui qui s'expriment et qui pensent que les choses ne sont pas bien faites et qui pensent que qui pensent que Talon n'a pas gagné les élections. Alors qu'ils ne sont pas, sont pas candidats. Ils ne sont pas candidats. Peut-être même des gens qui n'ont pas voté. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas voté et qui contestent les résultats. Enfin, c'est normal. Oui. C'est normal qu'il y ait... Il faut cette diversité dans n'est-ce pas, le débat public. Donc, pour le reste, on avance. On va attendre que la Cour constitutionnelle rende les résultats provisoires. Et après, plus tard, s'il n'y a pas de recours, elle va nous donner les résultats définitifs. Le nouveau président prêtera serment en mai prochain. Bon, je me demande ce qu'on sera en train de faire avant le 23 mai. En tout cas, on va alors, Emmanuel Niambossou, les résultats sont connus, en tout cas ceux proclamés par la Sénat. Les duos en compétition reconnaissent ces résultats. Mais est-ce que vous comprenez le débat qui se fait sur les réseaux sociaux et un peu partout dans le rang de ceux-là qui ne sont pas candidats et qui semblent contester ces résultats? Qui mieux que les candidats peuvent dire ce qui s'est passé sur le terrain? Je pense qu'ils ont d'ailleurs eu la chance ou le temps d'envoyer des représentants dans les bureaux de vote pour ceux qui ont pu le faire. Selon la loi prescrit à chaque candidat
d'avoir un représentant par bureau de vote. Et quand nous sommes allés sur le terrain, effectivement, moi j'ai pu constater qu'ils avaient des représentants dans les bureaux de vote, dans les postes de vote. Et donc, je pense que ce qui se fait sur la toile, un peu comme l'a dit André, c'est fait en sorte qu'on nous vende un peu la peur. C'est vrai que des gens sont sortis de leur maison parce qu'on leur a dit les élections n'auront pas lieu. Des gens sont sortis de la maison parce que n'oublions pas également, et j'ai lu cette tribune du professeur Abiola dans Fraternité, je crois, qui dit que l'argent aussi a disparu du vote. Sinon, habituellement, c'est des bus que les acteurs politiques prenaient pour convoyer les électeurs dans les bureaux de vote. Ça se fait. Et donc, je pense que désormais, tout ça là est parti. Et donc, ça a peut-être pu agir sur... Donc, ceux qui vendent n'importe quoi sur la toile, encore que la loi était claire, article 15 du Code électoral. La Commission électorale nationale autonome est chargée notamment de la compilation et la publication des résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du duo du président de la République. Donc ça veut dire que ce qui est clair, c'est que ce qui est donné par la Sénat, il ne s'agit pas de tendance, mais il s'agit des résultats provisoires. C'est la loi qui le dit. La Sénat compile et publie les résultats. Donc je pense que ce que la Cour a fait actuellement, c'est de voir si tout a été fait dans la régularité. Donc, ils n'ont qu'à continuer par vendre ce qu'ils veulent sur la toile. Je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Alors, Hakim, est-ce que vous vous attendez à des recours quand on s'en tient, n'est-ce pas, à ces deux sorties médiatiques hier mercredi, la sortie médiatique donc du duo Corentin Koroué et celle du duo Djemba Humpé hier? Les grandes tendances ou les résultats provisoires, la victoire de Talon Talata, qui ont été proclamés par la Sénat, proposent un écart faramineux, au point d'ailleurs où, même s'il devait avoir, je dirais, des recours, j'emprunte alors les expressions de quelqu'un, il y a 5 ou 10 ans en arrière, où il disait que même s'il devait avoir un second tour, le premier tour a tué le second tour. Et donc, du coup, même s'il doit avoir des recours, les recours n'iront pas jusqu'à faire gonfler, amener peut-être le 11% à 25 ou à 40%, encore moins le 2% à 10 ou à 20%. De toutes les façons, comme nous le constatons, eh bien, les deux sorties médiatiques hier ont eu le mérite de reconnaître que l'adversaire, le challenger, désormais, est vainqueur au terme des grandes tendances, au terme des résultats provisoires proclamés par la Sénat. Et même s'il devait avoir peut-être, je dirais, des contestations, c'est peut-être pour un confort, pour améliorer, je dirais, les performances, pour qu'on ne dise pas qu'ils ont été battus à plate couture, d'une manière ou d'une autre. Je crois que le vin, en termes donc de résultats, c'est fait, c'est clair, tout le monde le voit, mais la contestation telle que vous l'énumérez n'est peut-être pas une contestation à première vue. C'est au regard des images qui ont circulé. Et c'est pour ça qu'il est important que d'ici très peu, on puisse nous dire avec exactitude qui sont ceux qui sont les commanditaires. Vous faites allusion à ces images qu'on a vues sur les réseaux sociaux des individus estampillés. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas comprendre comment est-ce qu'on peut être aussi courageux et s'adonner à une telle pratique en plein processus électoral, en plein vote, et en présence désormais de ces outils qui sont devenus, je dirais, très très utilisés. Je parlais des smartphones. C'est-à-dire qu'on est dans un bureau de vote, on estampille, et j'ai même eu un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il est allé voter, juste après son nom, c'est le nom de son frère qui vient. Et ce frère n'est pas au pays, ce frère est au Togo. Et quand il est venu pour voter, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en lieu et place du nom de son frère, qui n'était pas au pays, c'est que, eh bien, il y a eu un vote qui a été effectué. Vous voyez un peu qu'est-ce qui a pu se passer. Je crois qu'il est important qu'on clarifie. On n'a même pas besoin d'attendre quoi, je ne sais pas, de mettre du temps des images. Et ces personnes qu'on a vues sur les images peuvent être retrouvées, notamment au moins sur les 2 vidéos que j'ai suivies. Il y a une vidéo où le monsieur était en tenue, c'est-à-dire quoi, en gilet, sénat et consort. Cette image-là, on peut la retrouver. Ce monsieur doit pouvoir nous dire quelles sont les motivations de cet acte qui a été posé, qui sont ceux qui sont derrière l'acte qui a été posé. Et malheureusement, les autres qui ont proposé une vidéo, mais on n'a pas vu leur visage, mais qui étaient en train, je dirais, très enthousiasmés à cacheter, c'est-à-dire à se mettre au travail. On peut aussi interpeller tout au moins les premières personnes qui ont diffusé ces vidéos-là, parce qu'on lui donne la possibilité, grâce à la technologie du savoir, qui c'est qui a le premier posté la vidéo. Donc, on peut remonter à ces personnes pour que, d'ici très peu, avant même que la Cour ne proclame les résultats définitifs, qu'on puisse savoir c'est qui les commanditaires de ces différents actes qui ont été perpétrés. Et comme je l'ai dit hier,
à l'occasion de cette présidentielle, on a mis à disposition des différents agents électoraux et des différents postes et centres de vote les forces de défense et de sécurité qui avaient pour mission de rester donc avec, je dis, sur le processus du début jusqu'à la fin du processus. À quel moment, où est-ce qu'elles étaient passées ces forces de défense et de sécurité pour que ces individus puissent se dérouler? Ça donne à ça. Donc, moi, je veux vraiment qu'on clarifie. C'est ça qui explique le fait que, bon, d'aucuns estiment il y a bien d'interrogations donc, qui n'ont pas encore... Qui méritent qu'on puisse véritablement clarifier pour qu'on va éclairer dans cette... André Dossa, vous vous attendez à quelconque recours avec ces sorties médiatiques des duos perdants qui donc reconnaissent la victoire de leur challenger? Non, je ne pense pas qu'il y aura des recours, mais il n'est pas exclu que des citoyens saisissent la Cour d'une raison ou une autre, ou que des organisations saisissent la Cour. Peut-être au niveau de FCBE, ou d'après les informations, l'année ici et là, dans les coulisses, il y a certains responsables du parti ne seraient pas totalement d'accord avec le fait qu'il y a eu des manifestations, en tout cas, qu'on n'a pas pu permettre à ces citoyens dans des zones considérées comme leur fief de voter. Et ils pourraient être amenés peut-être à saisir la Cour, mais dans quel but, je ne sais pas encore. Sinon, en réalité, compte tenu des résultats, je crois que le premier arrivé au premier tour a tué le second tour. Pour dire que le chaos est petitement consommé. Le lecteur béninois qui s'est rendu aux urnes le 11 avril n'a pas bégayé. Le lecteur a été clair et a prononcé son verdict, a donné son suffrage clairement à Patrice Talon, et je crois qu'on peut passer à autre chose maintenant. Non, je pense que les recours, pour ma part, participent un peu de la vitalité du jeu électoral aussi, qu'il y ait des recours, mais encore que les recours ne soient pas suspensifs. La Cour va proclamer les résultats provisoires et attendre forcément que le contentieux s'ouvre. Encore que la Cour aussi est enfermée dans des délais, 5 jours, 10 jours, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas trop traîner aussi sur ces recours, parce qu'on a déjà vu ailleurs, pour les élections communales, des recours qui ont fait pratiquement le mandat des maires ou tout. Donc je pense que la loi, en faisant ça, je pense que... C'est-à-dire le juge du contentieux électoral est appelé également à faire diligence dans le traitement des dossiers. Ces différents dossiers. D'accord. Alors, on a noté des violences préélectorales, des rues et des voies principales ont été barricadées par certains individus, empêchant la libre circulation des biens et des personnes. Le matériel électoral n'est pas arrivé à certaines destinations, ce qui justifie bien entendu le fait que dans certaines localités du pays, on n'a pas pu effectuer le vote. Il y a eu des manifestations, des échanges de tirs entre manifestants et forces de l'ordre. Dans le rang des forces de l'ordre, il y a également des blessés. Hier, mercredi, le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une visite à ces soldats blessés pour leur témoigner la compassion de toute la nation. André Dossa, quelle est votre lecture des images que nous avons vues et peut-être avec l'accompagnement de la régie, on va revisiter un peu? Vous savez, face à ces images, le seul sentiment que l'on peut exprimer, c'est l'indignation. C'est l'indignation. C'est terrible que des éléments, des personnels des forces de défense et de sécurité aient été à ce point blessés. Vous voyez, il y a des corps complètement tailladés. C'est quand même extraordinaire. On a parlé de manifestants. Des manifestants qui peuvent produire des dégâts pareils sur des personnels des forces de défense et de sécurité doivent être un peu comme nous voyons sur motivés par des projets autres que ce qu'on a pu nous faire croire. Je pense que il faut faire en sorte que le gouvernement, en tout cas toutes les autorités compétentes, puissent donc faire le travail. Il faut faire la lumière sur ces événements-là. Il faut pouvoir identifier, débusquer tous les auteurs de pareils actes et les faire subir, n'est-ce pas, les faire subir les rigueurs de la loi. J'ai échangé avec beaucoup d'éléments à l'époque quand les choses se produisaient. Quand vous parlez avec des gens au téléphone, vous entendez même les détonations des fusils, des armes utilisées par les manifestants. Et on veut présenter ceux-là comme des citoyens qui revendiqueraient, n'est-ce pas, la fin d'un mandat ou qui seraient contre une prorogation de mandat.
je pense que c'est grave ce qui nous arrive là. Il faut aussi trouver le moyen de mettre fin à ce cycle de violence qui doit chaque fois marquer nos consultations électorales. Il faut que, une fois que les élections sont terminées, que le président élu également essaie aussi de trouver. Ça veut dire que manifestement, les efforts qui ont été faits de la part de Patrice Talon à l'époque, qui s'est rendu dans certaines localités du pays, pour essayer d'échanger avec les autorités morales, avec les citoyens, n'est-ce pas, la population de ces différentes localités, c'est-à-dire que ces efforts doivent être renouvelés et n'est-ce pas, renforcés pour qu'on puisse définitivement en finir. Et aussi, il faut faire en sorte que cette catégorie de citoyens, que l'on dit chasseurs, et qui est toujours prompte à prendre les armes contre les institutions de la République. Oui, et avoir à travers des humains des gibiers. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre dedans. Parce que il y a des chasseurs dans plusieurs localités du pays. Moi, j'ai grandi dans le centre du pays, où j'ai connu des chasseurs. Mais les chasseurs qui, au lieu de chasser des gibiers, ou chassent des gibiers humains, je pense qu'il faut mettre fin à cette pratique-là. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, nous sommes en démocratie. Il faut que l'on puisse manifester sa colère, son mécontentement. Mais ça ne se manifeste pas avec des armes. Ça ne se manifeste parfois même avec des armes de guerre. Je crois qu'il faut qu'on fasse la lumière sur cette situation-là. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur énumérer les dégâts matériels. Qui sont bien énormes, évalués à des centaines de milliards. Des camions. Les enfants qu'on a pu utiliser pour incendier des camions, savent-ils seulement ce que ça implique? N'est-ce pas? Ne serait-ce que pour leur propre avenir. Parce que vous savez, lorsque vous détruisez une entreprise, j'imagine le transporteur nigérien dont le camion a été brûlé, c'est sans doute quelqu'un qui utilise aussi du personnel béninois. Le camion de la Sénat qui a été brûlé doit appartenir à un transporteur peut-être béninois. Vous voyez, ça veut dire que ces entreprises-là sont mises en difficulté d'une manière ou d'une autre, justement par le fait de jeunes gens, parfois peut-être pas tout à fait conscients des actes qu'ils posaient, peut-être qu'ils doivent certainement ignorer tout de ce dont il s'agit, mais parce qu'on leur a donné des ordres, parce qu'on leur a dit allez poser des actes, allez faire ci, faites ça, ainsi de suite, on peut créer ces dégâts-là que nous regrettons aujourd'hui. On vous sent bien choqué, hein, bien désolé par cette situation, et surtout par les images que nous voyons à travers l'écran. Evan Niamboussou, quelle est votre appréciation, n'est-ce pas, de ces violences que nous avons enregistrées en période préélectorale? Je pense que c'est le prochain gros défi du quinquennat qui s'annonce à partir du 23 mai prochain, c'est de faire en sorte que cette catégorie d'acteurs qu'on appelle chasseurs, qu'on puisse organiser cette filière-là, ou faire en sorte qu'une loi soit votée pour qu'on puisse savoir qui est chasseur, qui ne l'est pas. Et qu'une fois qu'on parle de chasseurs qui commencent par agresser, qu'on puisse savoir qui est-ce qu'on interpelle, pour que celui qui n'est pas dans le lot des chasseurs soit débusqué, qu'on sache que celui-là c'est un assaillant. Parce que quand vous entendez le chef de l'État dire que à part les armes de fabrication artisanale, il y a des armes lourdes qui ont été utilisées contre l'armée béninoise. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit, vous connaissez la position sur ce sujet-là. S'ils avaient réussi à faire battre pavillon ou à faire reculer l'armée béninoise qui allait mettre de l'ordre, je pense que vous et moi, nous ne serons pas ici en train de parler. Parce que ça aurait sonné la fin de la République et bon, on serait sans dessus, sans dessous. Donc parce que c'est le gros défi que Talon, que le gouvernement qui va, parce que j'attends que la Cour constitutionnelle puisse faire les choses, je ne veux pas directement dire, parce que et donc c'est un défi à relever, organiser le secteur, parce qu'on parle de bilan humain. Effectivement, vous avez vu les militaires qui ont été blessés, mais il y a également le bilan matériel, des milliards de francs CFA, les rues qui ont été brûlées par des pneus. Je pense qu'il faut franchement réorganiser le secteur. Et comme l'a dit André, dans une zone comme Kwamassé, il y a aussi des chasseurs. Vous n'allez pas les voir alors, sortir. Il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on sait que les chasseurs sont appelés peut-être à utiliser seulement que des armes de fabrication artisanale, mais que de la voix du président de la République, on entend dire qu'on a utilisé des armes, des fusils de guerre. Je crois qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est évident, s'inquiéter, d'autant d'ailleurs que c'est un affrontement entre des humains. Et on avait bien espéré que, et d'ailleurs c'est la mission première des forces de défense et de sécurité, c'est d'assurer la sécurité des populations que nous sommes. Et lorsque vous avez des gens qui font l'option d'affronter les forces de défense et de sécurité, tout en sachant qu'en réalité,
les armes ne devaient pas être de même calibre, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché quelque part. C'est pour ça que je suis d'accord pour dire qu'en termes de défis à relever par le président Patrice Talon, après sa prochaine prestation de serment, c'est de nous trouver le modus du dialogue. Parce que j'avais espéré que sa descente à l'occasion de la reddition de comptes qui a été effectuée, sa descente notamment à Savès, sa descente notamment à Tchaourou, Parakou, qui étaient des zones qui avaient été annoncées, des zones difficiles d'accès, du fait des contentieux qui existaient, que eh bien, le discours est passé. Parce que je crois qu'il y a eu quand même, je dirais, un grand renfort médiatique à l'occasion de sa descente dans ces différentes localités. À Savès, ce n'était pas évident. Mais Patrice Talon est allé à Savès. Il a échangé avec les populations de Savès. À Tchaourou, ça n'était pas gagné d'avance. Patrice Talon est allé à Tchaourou. Il a échangé avec les têtes couronnées, il a échangé avec les têtes religieuses, il a échangé avec les populations de Tchaourou. Il est allé à Parakou, il a échangé avec ces derniers aussi. Et donc, du coup, après cette tournée faite par le chef de l'État, je me disais qu'enfin, eh bien, la réconciliation a été sonnée. D'avec une partie du peuple qui se disait hostile, bien entendu, à la gouvernance Patrice Talon, du fait d'un certain nombre d'événements qui ont précédé, je dirais, sa descente donc, dans ces différentes localités. Malheureusement, on constate que ça n'a pas vraiment pris. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec André qui dit qu'il va falloir que le chef de l'État puisse inscrire dans son agenda en termes de priorité, parce qu'il est élu pour les 5 prochaines années. Il ne va pas gouverner Cotonou et environ seul. Il est le chef de l'État de tout le Bénin. C'est-à-dire que tous les compatriotes sont concernés par la gouvernance de Patrice Talon. Et donc, tout ce qu'il va mettre en œuvre sera en faveur des différentes parties de notre pays. Il ne va pas être dit que parce que eh bien, les forces de défense et de sécurité ont été prises à partie par les populations de Savès, de Tchaourou et environ, le développement va s'arrêter, je dirais, à Dassazoumé, que ça ne continuera plus. Mais alors, non, parce que eh bien, tout le monde a participé au vote pour ceux-là qui se sont dit qu'il faut continuer avec le président Patrice Talon. Donc, en termes de challenge, en termes de défi, je crois que c'est un défi très important et je veux bien espérer que ce travail soit fait parce que nous avons besoin aujourd'hui de nous réconcilier avec nous-mêmes. Je crois que quand on a fait le point, je le disais ici à l'occasion de plusieurs de mes prises de parole, vous avez vu, ça a été jalonné par des incidents, les municipales, la même chose, les législatives et enfin la présidentielle. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la formule? Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé le modus? Je crois que c'est à ce niveau qu'il va falloir qu'on se pose les vraies questions pour éviter qu'on ait encore à nous retrouver sur les plateaux de télévision, qu'on ait à voir sur des images qu'on déplore des affrontements entre les populations, entre civils et forces. Donc je crois que nous avons quand même la possibilité de gérer cette affaire-là. On n'a pas besoin de s'enseigner. On n'a pas besoin d'ailleurs. André, on a besoin de nous-mêmes pour pouvoir trouver, je dirais, la formule d'échange afin que nous n'ayons pas à essuyer ces moments du moins voilà, difficiles. Le temps passe vite. Votre mot de conclusion, c'est ça. Oui, très bien. Le temps passe vite. André, de ça, votre mot de conclusion. Pourquoi c'est ce qu'il dit, que vous allez conclure. Oui, votre mot de conclusion. Non, je pense que oui, il faut toujours travailler à instaurer le dialogue. Oui. Travailler à apaiser les cœurs, travailler surtout à mieux éduquer la jeunesse, à apprendre à la jeunesse à ne pas se laisser manipuler. Pas des politiques qui, en fonction des saisons et en fonction de leur posture, vous montrent que justement ce genre de choses, ce genre de comportement est mauvais, mais après, quand ça les arrange, vous encourage. Il faut faire attention. Les politiciens sont de gros manipulateurs et il faut apprendre cela à la jeunesse. Mais aussi faire en sorte que force puisse toujours rester à la loi. Que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, ont recruté des gens externes. Quand on parle de chasseurs, malheureusement aujourd'hui, nous nous retrouvons à stigmatiser cette corporation parce qu'il y a beaucoup de chasseurs béninois, des chasseurs béninois vertueux. Dans plusieurs localités du pays. Des chasseurs béninois, des fils du Bénin, qui sont de très bons chasseurs, moi j'en connais, mais qui ne s'adonnent pas à ce genre d'actes, qui ne se font pas recruter par des politiciens à la quête du pouvoir, à la quête donc de la satisfaction de leurs intérêts personnels, et qu'on recrute même parfois à l'extérieur, et que les recruteurs également puissent également subir la rigueur de la loi. Parce qu'on est fatigué tout le temps, c'est les chasseurs. Et dans le lot, même à Cotonou, la tentative de manifestation, en tout cas, qui a eu à l'Étoile Rouge, même dans le lot de ceux qui étaient là, vous voyez des gens qui n'étaient pas des Béninois. Voyez, donc je crois qu'il faut rapidement mettre fin à cette
Vous l'avez dit tout à l'heure, trop c'est trop. Et il faut vraiment agir. Non, il a conclu. Il a conclu. En cause les frontières qui sont également poreuses et qui permettent de tout faire. D'accord. Alors, merci, cher monsieur Emmanuel Bossou. Vous allez rester avec moi. On va recevoir ensemble votre invité, docteur Walter Poulikwe, qui est docteur en droit public. N'est-ce pas? Avec lui, on va feuilleter ensemble les pages donc, du code électoral, notamment les articles 87 et suivants, qui parlent donc du dépouillement et des questions donc, de bulletins nuls. À tout de suite. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Oui, on en vient maintenant à la rubrique d'Ourales CDLS avec vous, Herman Anyambossou. Mais après vous, on va sur les sports portés. Donc, Goda s'est parlé football avec Ali Moumouni. On échangera sur la Ligue des Champions et cette nouvelle prouesse de notre compatriote Jodel Dossou. Herman Anyambossou, rebonjour. Bonjour. Docteur Walter Poulikwe, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, je vous laisse avec Herman Anyambossou. Jodel Dossou qui a marqué un but. Oui, qui a marqué un but. Allez, nous en dira un peu plus tout à l'heure dans la rubrique. Merci à vous. Docteur Poulikwe, bonjour. Oui, bonjour, Herman Anyambossou. C'est vrai, l'article 87 du Code électoral définit le dépouillement comme étant l'acte qui suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Alors, quels sont les éléments qui caractérisent le dépouillement, docteur Poulikwe? Alors, je voudrais d'abord essayer de donner une définition du dépouillement, parce qu'il faut souligner que le législateur béninois a manqué de le faire. Alors, le dépouillement, il faut noter que c'est une opération de vérification et de décompte des suffrages exprimés lors d'un scrutin et en vue justement de débarrasser le scrutin du superflu et pourquoi pas des impuretés. Voilà. Superflu, impureté. Qu'est-ce que vous mettez dans superflu? Qu'est-ce que vous mettez dans impureté? Voilà, superflu, impureté. Par là, il faut entendre les bulletins blancs, oui. Les bulletins nuls, les votes multiples, etc. etc. Tout ce qui est de nature à entacher la sincérité du scrutin et qui, naturellement, ne peut pas être pris en compte dans le dépouillement. Ça dit donc que quand on n'a pas observé les différentes règles qui gouvernent le dépouillement, on peut être aussi sanctionné. Tout à fait. Le fait de ne pas respecter les règles qui encadrent l'opération de dépouillement peut entraîner des sanctions à l'endroit des auteurs responsables des actes en question. Alors pour preuve,
vous allez voir que le code électoral, par exemple, a prévu que le remplissage illégal, par exemple, des procès-verbaux de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement est sanctionné. Hein? Alors, cette sanction apparaît clairement dans les dispositions de l'article 101 in fine et de l'article 376, alinéa 2 du Code électoral. Et cela est puni d'une amende, d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans, et ce qui est assorti également d'une amende de 1 million à 2 millions de francs CFA. Alors, quand on parle de dépouillement, quels sont les différents actes qui sont attendus du dépouillement? Les différents actes. Oui, qui sont attendus du dépouillement. Alors, il faut dire que le dépouillement met en relation beaucoup d'acteurs, en commençant par les agents électoraux qui étaient dans les bureaux de vote, en passant également par les différents coordonnateurs, et la Sénat qui reste l'organe principal de gestion de ce processus. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est essentiel à retenir dans l'opération du dépouillement, c'est la compilation des résultats. La compilation des résultats, la transmission des résultats vers la Sénat. Voilà. Et tout ça là, conformément aux dispositions qui sont prévues par le Code électoral, notamment en ces articles 87 à 96. Article 88, on parle des bulletins nuls. Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Et la loi a numéré les bulletins dits nuls. Comme ça, quels sont les éléments qui permettent d'apprécier un bulletin nul? Alors, les éléments d'appréciation d'un bulletin nul, il faut le dire, ces éléments sont nombreux. Alors, la loi également a pris le soin de nous en donner quelques exemples. Alors, un bulletin, par exemple, qui a été estampillé de façon anarchique, ou bien qui a été estampillé sur tous les duos, par exemple, est naturellement un bulletin nul. Un bulletin... Il faut clairement opérer un choix. Un choix. Le choix doit être clair et net. Il ne doit pas laisser place à de l'embâche. Voilà. Et donc, peut également être considéré comme un bulletin nul, un bulletin estampillé, bien sûr, mais qui est en double, autrement dit, qui porte un autre bulletin. Alors, le but, c'est quoi? C'est que derrière, on estime que derrière ces deux bulletins qui sont ensemble, il y a peut-être une intention de frauder. Voilà. Et donc, on peut, juridiquement, cela peut être qualifié de vote multiple. Voilà. Donc, et pour le cas de figure que vous évoquez tout à l'heure, deux bulletins, mais alors que c'est un seul qui est peut-être estampillé, quelle est la réaction ou le comportement de l'agent électoral à ce niveau? C'est-à-dire on a deux bulletins qui se suivent, mais c'est un seul qui est estampillé. Le second est peut-être vierge, il n'y a pas eu de cachet ou de tampon à poser sur cela. Alors je crois que dans ce cas de figure, l'agent électoral, il n'a pas à se poser de questions. Il est obligé d'appliquer les dispositions du Code électoral. Parce que donc cela remet encore en jeu la question de la sensibilisation dont j'ai toujours parlé et qui est à charge des acteurs politiques. Il faut sensibiliser les partisans, les électeurs sur la façon dont le vote doit se tenir, la conduite à tenir dans les bureaux de vote et autres. Vous parlez tantôt de bulletin nul, il y a également un bulletin blanc, un bulletin par exemple qui n'a pas eu de cachet, c'est un bulletin blanc. Oui. Alors, Dr Foliko, dites-nous, quelle autre infraction est prévue par la loi au mode dépouillement, par exemple? Nombre d'articles ont été prévus et punis, bien sûr, pendant l'opération de dépouillement. Alors, si on revient aux dispositions du Code électoral, on peut retenir comme infraction pendant l'opération de dépouillement le remplissage illégal des procès-verbaux de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement.
Voilà, ça je crois que c'est une infraction suffisamment grave qui défaille d'ailleurs la chronique de l'actualité. Remplissage illégal, ça veut dire que c'est à la charge des agents électoraux en fait. Tout à fait. Et c'est un acte grave et qui est durement sanctionné par la loi, par une peine d'emprisonnement d'1 à 2 ans et assorti d'une amende d'1 million à 2 millions de francs CFA. Alors, il existe également bien d'autres infractions qu'on peut relever dans le déroulement du dépouillement. Alors, c'est le cas, par exemple, du trouble aux opérations de dépouillement. C'est également le cas du détournement de suffrage, parce que ce qui a circulé sur les réseaux sociaux peut également être considéré comme un détournement de suffrage. Je pense que ce scandale, s'il faut le dire ainsi, appelle à une notion de civisme. Alors, il faut que les agents électoraux et les citoyens dans l'ensemble comprennent que le matériel électoral est sacré et qu'on ne peut pas se permettre de faire de jouer avec le matériel électoral. Voilà, c'est ce qui s'est réellement passé, et je crois que cela n'est pas de nature à donner une bonne image à notre pays. Durant la loi a prévu des sanctions, sans doute que les auteurs seront identifiés et sanctionnés. Vous avez un mot de la fin, Dr Folikwe? Un mot de fin, je voudrais une fois encore appeler au civisme, de tous les acteurs politiques qui sont engagés dans ce processus électoral qui tire inexorablement vers sa fin. Un mot de tolérance toujours et de paix. Alors, l'élection présidentielle qui vient de se dérouler n'est pas une fin en soi. Alors, je ne vois pas ce qui peut amener je dirais, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus à appeler à des actes d'incivisme et de l'insurrection et autres. Mais c'est aussi de votre ressort quand même de sensibiliser les populations sur le code électoral. Et nous sommes toujours dans ce rôle. Merci. Voilà. Merci, Dr Folikwe, Walter. Merci à vous. Dr Walter Folikwe, c'est bien ça, docteur en droit public. Merci d'être passé par ici. Emmanuel Nyambossou, merci également. C'est moi. On va installer à Limoumouni et se défouler un peu pour parler sport. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Abomey-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Ali Para. Alors, avec vous, on va parler sport. Les 2 derniers matchs des quarts de finale de la Ligue des champions européennes s'est déroulé hier. Quelles sont les grandes opérations de la journée d'hier? Alors, pour les quarts de finale, retour de la Ligue des champions européennes, Liverpool accueillait
à Anfield. Le Real Madrid, après sa piètre prestation au match aller, les Reds n'ont eu que la première mi-temps pour bousculer les merengues. Dans le deuxième acte, ils ont buté sur une équipe madrilène très compacte, sereine, physiquement au point et très mobile également. À l'arrivée, c'est 10 tirs pour les Anglais, dont 5 cadrés contre 4 tirs seulement pour les hommes de Zinedine Zidane. Score final, 0 but partout. Par contre, à Signal Iduna Park, Borussia Dortmund s'est offert un brin d'espoir face à Manchester City après le but de l'Anglais de 17 ans, Jude Bellingham, à la 15e minute de jeu. Mais cet espoir n'aura duré que la première mi-temps du retour des vestiaires. C'est Mahrez qui permet d'abord aux Citizens de revenir au score et Phil Foden vient sceller le sort des Allemands à la 75e minute. Man City s'impose 2-1 en déplacement, même résultat qu'au match aller. Conclusion, le Real Madrid et Manchester City sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions européenne. Donc après les résultats combinés qui se présentent comme suit, Real Madrid s'impose au final 3-1 contre Liverpool et le Borussia Dortmund s'incline 2 buts contre 4 face à Manchester City. Alors, on a notre compatriote. On va au Hawali Para avant de passer à Jodel Dossou, donner donc les affiches des demi-finales. Alors, de cette façon, on aura pour les demi-finales le Real Madrid qui sera donc face à Chelsea et le Paris Saint-Germain qui aura comme adversaire Manchester City. Les demi-finales démarrent le 27 avril prochain. Alors, vous me sentez tout à l'heure bien enthousiasmé face à cette prouesse de Jodel Dossou. Jodel Dossou, donc, qui a retrouvé le chemin des filets. Oui, Jodel Dossou, en Ligue 2 française, retrouve à nouveau le chemin des filets face dans un match de la 29e journée de Clermont Foot. Un match en retard face à Amiens, des autres internationaux béninois, Chabel Gomez et Youssouf Assoba. Si Gomez est le seul joueur convoqué du côté amiénois, donc le TGV béninois lui a été titulaire pour cette rencontre capitale pour Clermont Foot. Dès la 8e minute, Jodel Dossou offre déjà l'avantage à son équipe sur une action de contre. Son 11e but donc au compteur. Cette saison, l'écureuil le plus en forme, si on peut le dire ainsi, cette saison. À l'arrivée, Clermont Foot s'impose 3-0 et monte à nouveau sur le podium avec 59 points à seulement 3 longueurs de Troyes, leader de la Ligue 2. Et donc, Jodel Dossou peut retrouver, si possible, la Ligue 1 française la saison prochaine. Alors, et c'était l'espoir. C'était l'espoir avec vous, Ali Moumouni. Merci d'être passé par ici. Je vais vous accompagner avec la revue de presse signée ce matin, Narcisse Alossé. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Presse. Vitesse Presse, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Presse, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitesse Presse, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision.
Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stade, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Bonjour à toutes et à tous. 48 heures après les grandes tendances de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour constitutionnelle va situer les Béninois sur l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. L'information fait la une de la quasi-totalité des journaux parus ce matin. Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, la Cour constitutionnelle attendue ce jour, pointe le journal L'Autre Vision. Élection présidentielle de 2021, ajoute l'autre quotidien, la Cour constitutionnelle publie ses résultats ce jour. Dans les détails, le quotidien Fraternité précise que ces résultats seront proclamés dans l'après-midi de ce jeudi au cours d'une audience spéciale programmée par le président de la haute juridiction, Joseph Djokbenou. Une audience spéciale qui, ajoute le Canard, a lieu à la salle d'audience Monseigneur Isidore de Souza. Au moment où tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour le verdict final du scrutin du 11 avril dernier, le chef de l'État, lui, est préoccupé par les dégâts des violences qui ont émaillé cette élection présidentielle. Et Patrice Talon est allé hier mercredi au chevet des victimes des actes de violence, informent les journaux ce matin. Violence préélectorale, Talon à l'hôpital chez les FDS blessés, affiche le journal Bénin Intelligent à sa 2 de 1. Il s'agit, selon l'autre vision, des forces de défense et de sécurité blessées durant les manifestations. Les quotidiens Fraternité, La Nation et le Matinal aussi nous rendent compte de l'événement et rapportent les propos du président de la République. Ce que j'ai vu est effroyable, a laissé entendre Patrice Talon dans des propos qui font le gros titre du quotidien Le Matinal. Et les propos du chef de l'État font aussi le gros titre du quotidien La Nation. On a atteint des proportions inacceptables dans la République, placarde le quotidien du service public qui dresse le bilan des victimes de cet acte. Au total, note La Nation, 21 agents ont été blessés et des dégâts sont estimés à des milliards de francs CFA. Dans les colonnes du quotidien Fraternité, le chef de l'État a déclaré qu'il a été meurtri par la violence des dégâts constatés sur les vaillants soldats qui, a-t-il poursuivi, n'assuraient que la libération des voies envahies par les assaillants qui empêchaient le convoyage de divers matériels vers les populations et les pays de l'Interland. Ils sont admirables parce qu'ils avançaient malgré les tirs, a ajouté le chef de l'État. Violence préélectorale, conclut le quotidien Fraternité, Patrice Talon salue la bravoure des soldats blessés. Le journal Les Pharaons lui croit savoir que ces actes ne resteront pas impunis. Rébellion à Savé, Banté et Tchaourou, écrit en gros titre mon confrère, tous les instigateurs seront poursuivis. En face, les challengers de Patrice Talon, eux, font part de leur réaction quelques jours après les tendances données par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Présidentielle 2021, peut-on lire à la 2 de 1 des quotidiens Le Matinal et L'Autre Vision, le duo Soumanou Moupe prend acte des résultats provisoires. Quant au duo Kowe Agossa, renseigne le quotidien Fraternité, il félicite Talon Talata, arrivé largement en tête selon les grandes tendances données par la Sénat. Et au cours d'une sortie médiatique effectuée hier mercredi à Cotonou, renseigne Fraternité, René Agossa a accusé le Parti Les Démocrates d'être à la base de leur échec, réclamant du coup le débat autour du leader de l'opposition. Un peu comme les candidats malheureux à cette compétition électorale, les partis politiques qui ont soutenu le duo de la mouvance ont eux aussi réagi suite aux grandes tendances données par la Sénat. Après la proclamation des premiers résultats de la Sénat, écrit L'Autre Vision en haut de une, la présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau félicite le duo Talon Talata. Claudine Prudencio a aussi salué la maturité du peuple béninois avant de l'inviter au travail, ajoute la publication. Le quotidien Fraternité lui rapporte les propos de l'ancienne ministre et députée
qui cache à peine sa joie suite à la victoire annoncée de son duo candidat. Notre duo, le duo Talon Talata, signe chaos limpide, le chaos retentissant, le chaos exceptionnel. Et ce chaos est le fruit d'un parcours audacieux du président Talon, a dit Claudine Prudencio dans les colonnes du Canard de Ménotin. Notre pays, le Bénin, vient une fois encore d'étonner le monde, a-t-elle martelé. Le même journal est revenu sur les propos de Jules Léandre Kitty, un des porte-parole du parti UDBN, qui s'est prononcé sur le rôle prépondérant que cette formation politique a joué dans la victoire sans appel du duo Talon Talata. Invité sur une chaîne de télévision de la place, Jules Léandre Kitty a parlé de toute l'artillerie de mobilisation déployée par le parti de Claudine Prudencio sur toute l'étendue du territoire national. Et pour lui, aucune force politique n'aura égalé en termes de mobilisation les efforts que ce parti a déployés pour drainer les militants derrière la candidature du chef de l'État et sa colistière. Après la proclamation des résultats, ajoute le quotidien Matin Libre en bas de une, Claudine Prudencio rend hommage aux militants de son parti UDBN. Parlant toujours des principaux artisans de la performance réalisée par le duo candidat Patrice Talon Mariam Zimé Talata, les journaux font un plein feu sur la commune de Zanyanado, dont les populations ont massivement porté leur choix sur les candidats de la mouvance. Ici, notent mes confrères, l'arrondissement de Dovi, celui du coordonnateur communal de Zanyanado du parti Union progressiste, Isidore Huendo, a été le plus grand pourvoyeur de voix pour Talon Talata. Les journaux L'Indépendant, le Chasseur Info, nous apprennent que cet arrondissement a décroché la première place en termes de pourcentage des votants pour le duo Talon Talata, soit au total 96,72%, et du taux de participation des populations, soit au total 95,53%. Ainsi, insistent mes confrères, la coordination communale du parti au logo Baobab de Zanyanado a réussi à tirer son épingle du jeu avec ce taux de participation record dans la 24e circonscription électorale. Du coup, conclut la publication, la jeunesse sort un nouveau joker avec Isidore Huendo qui vient tracer une nouvelle carte politique pour le président Talon dans la région à Gonli. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très vite pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.